Vous écoutez RCJ Midi, place maintenant à lire la politique avec Luce Perrault et son invité. Merci Rudy. Donc mon invité c'est Frédéric Dabi. Frédéric Dabi, tous les Français le connaissent, il les renseigne sur les sondages, les études d'opinion. Et son livre La fracture, qui est publié aux Arènes, justement fait l'analyse de différentes enquêtes sur plus de 40 ans. Et vous analysez, vous comparez ces enquêtes dans le rapport qu'ont les jeunes à la politique, à l'engagement, à la société. Alors, les jeunes, en l'occurrence, ce sont les 18-30 ans. C'est cette tranche d'âge que vous avez étudiée. Mais en vous lisant, on découvre qu'il n'y a d'abord pas une fracture, il y a la fracture, c'est-à-dire une fracture, elle aussi archipélisée, si je puis dire. Alors, d'abord, il y a la fracture dans la tranche d'âge, et puis la fracture dans l'engagement. Ça, c'est ce qui ressort principalement de votre livre. Oui, vous avez raison, on parle de la jeunesse de manière un peu générique, et c'est vrai que la jeunesse n'est pas un bloc monolithique, il y a des différences, des clivages selon le genre. On voit qu'il y a une opinion publique féminine jeune qui monte très fortement sur des notions d'engagement. Il y a des différences sociales, même si dans le livre, avec Stewart Shaw, mon co-auteur, on montre qu'il y a une sorte de sédiment, de bloc qui s'est construit. Générationnel, parce que le Covid a été un événement tellement inouï, tellement hors norme, que ça a homogénéisé beaucoup de perceptions chez les jeunes sur « nous avons été sacrifiés, nous allons payer la dette, on a été stigmatisés ». Mais malgré tout, vous avez raison, et c'est parce que cette jeunesse n'est pas un bloc que, par facilité, je ne dis pas par paresse, nous avons tendance parfois à accoler des épithètes à cette jeunesse. On dit génération Charlie, génération Covid, génération sacrifiée, génération climat, etc. Génération Vogue, génération tout, voilà. Donc, alors, la fracture sur l'engagement, là, il y a quand même, ça dépend de la fracture sur l'éducation. Oui. Plus le niveau d'éducation est élevé, plus la fracture se différencie et les intentions de vote changent. Tout à fait. On a tendance à oublier parfois à quel point le capital culturel issu de l'éducation, issu de l'école, et c'est pour ça que l'école reste fondamentale. Et si je mets ma casquette de sondeur IFOP, on parle beaucoup du pouvoir d'achat, mais s'il y a un sujet qui inquiète énormément les Français, qui je pense va compter dans ce scrutin, c'est la question de l'éducation. Maintenant, l'engagement, c'est vrai qu'on n'a pas un vote de la jeunesse, on a plusieurs votes, mais avant même de parler des votes, la question qui se pose, c'est est-ce que la jeunesse, est-ce que les jeunes de moins de 30 ans, est-ce que les primo-votants, c'est-à-dire ceux qui votent pour la première fois à une présidentielle, les 18, 22 et demi, 23 ans, vont aller voter le 10 avril? Et là, rien n'est moins sûr parce qu'on a un cycle abstentionniste jamais vu dans le pays qui touche de plein fouet la jeunesse. Et de plus en plus, quand on interroge ces jeunes sur leurs raisons de ne pas voter, émerge une logique d'inutilité, de vanité du vote. Ils nous disent voter c'est vain, voter ça ne change pas la vie, voter c'est voter pour des personnes qui n'ont pas réglé la question du climat, la question des inégalités femmes-hommes, la question des discriminations. Il y avait une chanson de Serge Gainsbourg chantée par Jane Birkin qui s'appelait L'aquaboniste. Souvent les jeunes disent à quoi bon voter, même si quand ils choisissent, comme vous le dites Luce, ils sont sur des votes très différents selon la génération et le diplôme. Et puis il y a aussi le fait peut-être que l'éducation ne joue plus pleinement son rôle. Il n'y a plus d'éducation civique. Il y a des jeunes qui ne savent pas comment on peut aller voter, qui ne connaissent pas le mode d'emploi. C'est important. Oui, c'est très important. C'est vrai qu'au-delà de savoir si les jeunes vont voter ou pas, la question de l'inscription des jeunes, de la mauvaise inscription, ce qu'on appelle la mal-inscription. Je suis par exemple parisien et je vis à Rennes dans le cadre de mes études. Et bien souvent, on ne pense pas à s'inscrire. Je crois qu'il y a un sociologue qui a donné un chiffre de 4 à 5 millions de Français qui sont mal inscrits. Tout ça peut jouer sur ce que je vois avec une certaine terreur arriver le 10 avril, à savoir un record d'abstention à l'élection présidentielle. Le record auprès de l'ensemble des Français, c'est les 28,3% du fameux 21 avril 2002, il y a 20 ans. Et chez les jeunes, c'était un tiers lors de la présidentielle de 2017, où pourtant les Français avaient beaucoup voté. Et les présidentielles, c'est l'élection majeure en France, puisqu'on désigne le président, c'est en principe la rencontre d'un homme ou d'une femme avec un peuple. On en est loin. Alors, il y a aussi quelque chose qui m'a beaucoup intéressée, c'est la défiance envers tous les corps intermédiaires. Ça ne compte plus.
du passé, ils ont fait table rase, là, les jeunes. Tout à fait, les structures collectives n'ont pas la cote auprès des jeunes et le Covid a joué un rôle d'amplificateur. Le Covid n'a vraiment rien créé, mais il a amplifié, ça a été un vrai catalyseur. On voit que les jeunes, bien sûr pas tous, mais d'une manière très générale, à partir de cette enquête dont vous parliez, qui a été faite pour la première fois en 1957, à partir de laquelle la grande Françoise Giroud avait forgé le concept de nouvelle vague, on voit très bien que les structures collectives qui comptaient tellement par le passé, la matrice catholique, la matrice communistes, les grandes familles politiques, les grands corps intermédiaires se sont effondrés. La famille gaulliste. Bien sûr, la famille gaulliste, la famille démocrate chrétienne, la JOC, la JAC, tout ce que nos éditeurs connaissent, se sont pas effondrés, mais ont beaucoup reculé au profit d'une logique individuelle. Souvent, les jeunes nous disent, dans les entretiens que nous avons menés, qui mieux que moi, à titre individuel, peut faire avancer la cause du climat, peut se battre à son niveau sur un sujet comme l'inégalité salariale femmes-hommes. Et c'est vrai que il y a encore une croyance dans les mouvements collectifs. Il y a eu des manifestations sur le climat, mais ces jeunes qui n'ont pas vu un grand mouvement social jeune gagner, c'est-à-dire faire reculer un gouvernement depuis maintenant 15 ans, 16 ans, depuis le CPE, c'était en 2006, le contrat première embauche contre Jacques Chirac et Dominique de Villepin, eh ben, il n'y a pas cette mémoire de l'action collective et de plus en plus, et c'est ça qui élime, qui érode le côté naturel du fait d'aller voter, on n'est plus sur une action individuelle, même si bien sûr, la campagne présidentielle, c'est un moment où les candidats parlent beaucoup aux jeunes et il n'y a pas de fatalité d'une abstention des jeunes. Dans l'historique que nous faisons sur le vote depuis une quarantaine d'années, il y a eu des scrutins, 81, 95, 2007, où les jeunes ont voté autant que l'ensemble des Français. Je pense qu'on en est malheureusement un peu loin aujourd'hui, mais il reste 47 jours de campagne. Mais il y a aussi... Pourtant, Dieu sait qu'on leur fait des... On les câline, les jeunes, pour qu'ils aillent voter. Mais je crois qu'il y a la grande fracture aussi sur l'information. Les jeunes ne s'informent plus comme avant. Oui, vous avez... Et dans cette tranche d'âge, là, par contre, c'est vraiment unifié. Si je prolonge votre question, Luce, ils ne s'informent plus comme avant et ils s'informent de moins en moins comme leurs parents. Il y avait avant le moment cathartique qui était le 20h de Roger Gicquel dans les années 70, je ne vais pas donner des noms, mais il y a ce moment où il y avait une sorte d'homogénéisation des vecteurs d'information. Les jeunes sont plus informés qu'on le dit, mais Zap et bien sûr la question d'Internet, la question des réseaux sociaux constitue un élément central, même si, je nuancerais, quand on regarde ce qui s'est passé en 2017 sur les comportements électoraux, qu'est-ce qui a fait bouger les comportements électoraux chez les Français, mais également chez les jeunes, c'était les fameux débats télévisés d'avant le premier tour. Ça reste quand même un moment où ça se cristallise. Bien sûr. Même si on est dans une offre électorale tellement éclatée que le risque selon lequel la cristallisation, et c'est un cauchemar pour un institut de sondage, arrive très tardivement, qu'on ait chez les jeunes une hésitation, par exemple, chez les 25-30 ans, la génération de l'insertion qui ne s'insère pas bien, une hésitation Zemmour-Le Pen, qu'on ait chez les 18-23 ans, qui est une génération qui vote plutôt Emmanuel Macron, une hésitation Macron-Jadot, Macron-Pécresse ou Macron un autre candidat. Ou Macron-Mélenchon. Macron-Mélenchon, tout à fait, n'est pas impossible, loin de là. Alors, il y a quelque chose aussi qui est quand même très surprenant, c'est qu'ils n'ont plus de rapport à un idéal. Ils peuvent vivre, ils considèrent qu'on n'a pas besoin d'idéal pour vivre et qu'on vit très bien sans. Oui. Ça, c'est une grande fracture. C'est une grande fracture, c'est une rupture par rapport aux enquêtes passées. C'est vrai que ce qui est intéressant dans ce livre, c'est d'essayer de comparer ce que nous disent les jeunes d'aujourd'hui par rapport aux jeunes des années 80, des années 60. Et c'est vrai que dans les années 80, par exemple, c'était pas évident. Luce, pour les jeunes, il y avait une crise de masse, un chômage très important. On promettait aux jeunes des tucs. Raymond Barre, Premier ministre d'époque, avait dit « Vous êtes chômeur, créez votre entreprise ». Ça avait choqué à l'époque, ça paraît naturel. Maintenant, il y avait le spectre du sida. Pour autant, les jeunes croyaient en un idéal politique. La gauche au pouvoir en 1980, la droite libérale vivement demain en 86-88. Là, quand on regarde la question, l'indicateur très simple, est-ce que pour vous, il est nécessaire d'avoir un idéal pour vivre? Il y a tout simplement 40 points de moins entre 80 et l'enquête faite en 2021. C'est énorme, vous savez, et nos auditeurs le savent. Quand, dans une enquête politique, un homme politique perd 3 ou 4 points, déjà, on sonne le tocsin, si je puis dire. Là, quand on perd 40 points, quand on perd aussi 29 points sur le sentiment de bonheur des jeunes, on voit qu'il s'est passé quelque chose récemment dans cette jeunesse avec cette accumulation de chocs, le choc terroriste, le choc du climat et le choc Covid. Alors, il y a quelque chose encore
qu'il faut souligner dans cette enquête, c'est que l'entreprise, c'est plus un gros mot, hein. L'entreprise, elle est très très bien notée. Le mot profit est un mot qui a complètement cessé d'être tabou. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très 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 important. Ça a basculé d'une manière énorme. Complètement. C'était le cas chez l'ensemble des Français, mais ça s'est accéléré chez les jeunes. Il y a une vision beaucoup moins idéologique de l'entreprise. Le mot patron, qui était parfois un mot repoussoir, Merci patron. Voilà, a disparu ou presque du langage des jeunes. Les jeunes, d'une part, font la distinction entre la TPE, la petite entreprise, hein, c'est tout simplement 94% des entreprises françaises. Les grands groupes un peu plus mal vus, mais c'est intéressant de voir que, alors que les jeunes ont de plus en plus le sentiment sur la question du climat ou d'autres sujets que les solutions ne viennent plus de la sphère politique, et c'est ce contrat de défiance, si je puis dire, qui fait qu'on vote de moins en moins. Rappelez-vous, 86% dans les données IFOP fiduciales pour TF1 au soir des élections régionales, mais l'entreprise peut être un acteur, je dirais, crédible. Alors même qu'il y a quelques années, dès qu'une entreprise communiquait sur la question du climat ou de l'environnement, on parlait de greenwashing, c'est-à-dire on se fait de la pub à peu de frais sur le dos du climat. Ce discours un peu idéologique, en 2003, les jeunes avaient complètement vilipendé le Premier ministre de l'époque, Jean-Pierre Raffarin, parce qu'il était venu à l'université d'été du MEDEF. Maintenant, ce type de sujet s'est complètement dépassionné. Ça ne se pose même plus de questions. Exactement. Alors, ils ont aussi un rapport très différent à l'autorité. Ils l'acceptent très bien. L'effet mai 68 a disparu ? Oui, l'effet mai 68 a disparu chez ces jeunes qui veulent une liberté du point de vue des mœurs. Et là, ils sont plutôt en diffusion parce que leur point de vue sur la question de l'homosexualité, de toute une série d'avancées, s'est diffusé dans l'ensemble des générations. Hein. Quand on pose des questions, même les personnes les plus âgées sont plutôt favorables à cette question d'avancée des mœurs. Ils veulent de l'autorité, ce n'est plus un mot tabou. Et puis, c'est en lien avec un sentiment d'insécurité ou une préoccupation plus grande pour les questions identitaires et sécuritaires qu'on n'avait pas du tout par le passé. Mais les jeunes ont aussi cette question qui ne se posait pas avant. Oui, bien sûr, Oui. ils ne posaient pas cette question. Ça représente quel pourcentage actuellement ? Ça s'est inversé de combien de pourcents ? La part des jeunes qui sont plus préoccupés par les questions de sécurité et d'autorité. Il y a une vraie majorité sur ces questions, ce qui les pousse aussi, parce que comme l'ensemble des Français, on peut le déplorer ou pas, mais mon travail, c'est de regarder les choses telles qu'elles sont. Les jeunes font parfois le lien sécurité-immigration qu'ils ne faisaient pas du tout par le passé et que les Français ne faisaient pas également. Maintenant, par exemple, sur cette question d'attente d'autorité, de régulation de l'espace public, il y a une atténuation, par exemple, du clivage gauche-droite. Alors, il y a aussi il y a le travail aussi, où ils le considèrent d'une manière très très différente des générations précédentes. Ah, complètement. Quand on se souvient ce que disait Hugo dans Les Misérables, Jean Valjean disait aller au travail, c'était aller à la fatigue. Alors, c'était au Bagne de Toulon, c'était peut-être pas formidable. Maintenant, c'est plus germinal. Voilà, exactement, c'est plus non plus germinal, mais de plus en plus, les jeunes lient vie professionnelle et vie personnelle. Ils sont 90% à dire une condition essentielle de ma réussite personnelle, c'est ma vie professionnelle. Et là, ils sont moins en fracture qu'en diffusion auprès de l'ensemble des Français. Il y a des chiffres qui sont très drôles. Une majorité de jeunes salariés, alors c'est pas tous les salariés, c'est pas des jeunes en difficulté, mais considèrent que leurs collègues sont leurs amis. Ils ne sont plus à ériger ce bloc hermétique entre vie professionnelle, vie personnelle. Ils sont presque 10% à dire j'accepterai une baisse de salaire si mon entreprise se trouve à quelques kilomètres de chez moi pour pouvoir passer de cette sphère professionnelle à cette sphère personnelle. Le travail comme libération est vu comme et vécu très positivement par les jeunes. Ils sont même... Alors, là, un travail qui doit avoir du sens en plus. Oui, un travail aussi, et un travail qui leur permet aussi de respecter leur engagement pour la sauvegarde de la planète. Ah oui, c'est vraiment leur engagement. C'est le plus... Voilà. C'est ce qui différencie cette génération. Tout à fait. Dans la première enquête Nouvelle Vague, on avait un tiers des jeunes qui déclaraient être prêts à mourir pour la France. C'était 12 ans après la fin du second conflit mondial. Là, dans cette enquête, on a 1 jeune sur 5 prêt à mourir pour le climat. Bien sûr, ne prenons pas ce chiffre pour argent comptant, si je puis dire. Non, mais c'est le reflet symptomatique. Voilà, c'est symptomatique, vous avez raison, d'une éco-anxiété, du sentiment que notre civilisation est mortelle, et un décalage qui crée une véritable colère entre cette question du climat
est un vrai problème, nous pouvons disparaître et les politiques ne le prennent pas à bras-le-corps et procrastinent, remettent au lendemain ce qu'ils pourraient faire. Donc les jeunes sont peut-être dépolitisés, peut-être veulent-ils de moins en moins, mais ils ne sont pas désengagés. Moi, il y a un chiffre qui m'a frappé dans notre enquête Nouvelle Vague 2021 avec les arènes, c'est que 3/4 des jeunes se déclarent personnellement engagés en matière de climat. Et quand on leur dit il est trop tard, ils refusent de le faire. Ils refusent de dire c'est pas pour autant qu'il faut baisse pas les bras. On ne baisse pas les bras. Et lorsqu'on est sur une logique que j'appelle messieurs les Anglais tirez les premiers, c'est-à-dire c'est d'abord aux Chinois, aux Russes, on en parlait tout à l'heure, à d'autres grandes puissances de faire des efforts. Non, ils veulent agir. Alors est-ce que cette question du climat va déboucher, c'est une question qui se pose à 47 jours du vote, sur une campagne qui va en parler plus qu'elle n'en parle maintenant, ça pourrait favoriser, drainer un vote jeune, mais vers quel parti? La question est très ouverte. Apparemment, ça ne draine pas de... Pour l'instant, non. Ça cristallise pas, comme on dit. Exactement. Dans l'opinion. Alors, les jeunes aussi consomment très différemment. Est-ce la conséquence de leur engagement écologique? Il y a une manière de consommer très différente. Oui, par rapport au passé, ça n'a rien à voir. Il y a une autonomisation des modes de consommation. Il y a le Covid qui a fait accélérer l'appétence au Made in France, l'appétence à une consommation du circuit court. Et puis, j'en parle pas dans le livre parce que ça sera peut-être un deuxième tome, mais des modes comme la mode vegan qui touche une partie très importante des jeunes. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est des modes de consommation beaucoup plus politiques. Certes, la jeunesse est dépolitisée s'agissant de l'acte de vote, mais elle a créé une autre forme de politisation par rapport à la jeunesse des années 80, celle que j'ai connue, qui défilait contre les lois de Vaquet, qui mettait la petite main de SOS Racistes, qui était sur une logique collective et cherchant un débouché politique. Là, elle ne cherche plus de débouché politique, elle y croit de moins en moins, mais elle veut être une sorte d'influenceuse générale. C'est ça. Et alors, là aussi, il y a fracture quand même sur tous les sujets que nous venons d'évoquer, une fracture entre les filles et les garçons. Les filles votent différemment et sont sensibles à d'autres problématiques. Oui, c'est intéressant et c'est quelque chose que je vois auprès de l'ensemble des Français. Il y a quelques jours, pour une journaliste, j'ai regardé les votes des principaux candidats en 2017 et s'il y avait des différences femmes-hommes. Quasiment aucune. Jamais plus d'un point ou deux. Là, on a un vote Marine Le Pen qui est très féminin, un vote Zemmour masculin, un vote Macron féminin ou plutôt équilibré, un vote Pécresse masculin. Enfin, il y a un vote Roussel ou Mélenchon plus masculin. Eh bien, on voit qu'il y a une opinion publique féminine et une opinion publique jeune qui s'est beaucoup plus... qui a émergé. Les jeunes femmes sont plus radicales que les jeunes garçons, les jeunes hommes, se disent beaucoup plus engagés, notamment sur la question du climat, sont plus dans une certaine radicalité, par exemple la question du boycott, la question d'un engagement civique ou citoyen contre telle ou telle entreprise, telle ou telle marque est absolument plus forte ou émane de la sphère féminine, si je puis dire. On a des vraies différences. Alors, sur la question des discriminations, des inégalités, l'idée, par exemple, que les discriminations, les inégalités sont produites systémiquement par l'État, est beaucoup plus fortement partagée par les jeunes filles que les jeunes hommes. Elles sont plus woke, mais c'est un mot maintenant un peu fourre-tout, que la moyenne. Alors, on l'a évoqué déjà, il y a le niveau d'éducation qui change bien évidemment la donne, mais c'est pas nouveau ça. Pourquoi est-ce que c'est plus prononcé maintenant? C'est parce qu'il n'y a plus d'idéal? Alors, je pense qu'il n'y a plus d'idéal. Chacun voit midi à sa porte. On a une atomisation de cette jeunesse qui est de plus en plus défiante vis-à-vis des structures collectives, qui est de plus en plus atteint, le terme n'est pas bon, d'une certaine religiosité. Elle s'est dans un sens américanisée, dans le sens où on est défiant vis-à-vis de l'état des structures collectives, on est pro-business, on croit en soi. Le pessimisme qu'on a vu à l'issue du Covid s'est complètement effondré. Les jeunes, pourtant touchés de plein fouet, c'est la phrase d'Emmanuel Macron, c'est dur d'avoir 20 ans en octobre 2020, et ben la jeunesse a tourné la page et veut s'engager. Maintenant, la question qui se pose à moi en tant que spécialiste des questions électorales, est-ce que cet engagement qui est réel, qui est sous-jacent, va émerger, éclore lors de cette campagne présidentielle?
Sincèrement, ce n'est pas le cas, quand bien même aujourd'hui, Pas aujourd'hui, en tous les cas. jamais les politiques n'ont autant parlé aux jeunes. On est même sur une sorte de concours d'épines de la mesure en direction des jeunes. Tous les candidats proposent quelque chose de fort vis-à-vis des jeunes. Pour l'instant, ça ne répond pas en termes de mobilisation. Alors, est-ce que vous êtes aussi... il y a eu cette mauvaise gestion aussi par le ministère de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur de la crise du Covid. Il y a un rapport très sanglant de la Cour des comptes qui vient de sortir à ce sujet. Est-ce que c'est ça qui freine l'engagement, qui fait qu'ils ne comptent plus que sur eux-mêmes après cette crise Covid ? Alors, c'est vrai que le Covid a accéléré les choses et vous avez raison de mettre en avant la question de l'université. Il y a une population qui est plus fragile dans cette jeunesse, dans cet archipel de la jeunesse. Ce sont les étudiants, notamment en premier cycle, qui souvent s'orientent. Quand le bac était avant le moment où s'orientait, c'est maintenant l'université. Et c'est vrai que c'est une jeunesse qui a été paupérisée. Moi, j'ai été frappé par un chiffre de notre enquête. Un étudiant sur 5 qui a fait une fois une file d'attente dans une banque alimentaire. C'est quand même un chiffre minoritaire, mais quand on est dans une logique d'extrapolation, ça fait énormément de monde. La question psychologique, et c'est vrai que cette jeunesse qui se projette positivement dans l'avenir, qui tourne la page Covid, c'est moins vrai pour ce segment de population-là, qui est très touché par une logique d'insertion. Comment s'insérer professionnellement ? Et c'est dans cette fraction de cette jeunesse qu'on vote de moins en moins, ou quand on vote pour des votes très protestataires ou très tribuniciens. Ce qui explique le vote Macron et le vote Le Pen. Les jeunes se partagent entre... Complètement. C'est là où ça se passe. Oui, plus que chez Zemmour ou Mélenchon. Tout à fait. Chez les 18-22 ans, chez les primo-votants, c'est un vote Macron. C'est ce que j'appelle l'effet Manu. La logique de distinction dont on parlait tout à l'heure avec Rudy est complètement de mise. Ils nous ressemblent, ils décachent. Ces jeunes on avait beaucoup aimé la fameuse phrase « traverser la rue pour trouver un emploi ». Chez d'autres jeunes, c'est 25-29 ans, plus paupérisés, plus inquiets. On est sur un vote protestataire. Ça peut être un vote Mélenchon, qui était arrivé en tête chez les jeunes en 2017. Mais aujourd'hui, le vote Le Pen tient la corde. Éric Zemmour n'a pas complètement matché dans cette jeunesse, car il parle peu du climat et peu d'inégalités. Alors, pour conclure, est-ce qu'il y a un vote jeune, vraiment ? Ou c'est comme le vote juif, ça n'existe pas vraiment? Alors, il y avait un vote jeune. Dans l'historique que l'on fait avec Seward Shaw, on voit qu'en 81, le premier candidat des jeunes, c'était Georges Marchais. En 2002, c'était Besancenot et Noël Mamère. De plus en plus, on a une logique de perte de singularité du vote jeune et une logique d'homogénéisation du vote jeune. Les jeunes, pour le dire un peu simplement, votent de plus en plus comme leurs parents, mais on n'est pas à l'abri, positivement ou négativement, d'un réveil et d'une spécificité du vote jeune le 10 avril prochain. Merci Frédéric Dabi. La fracture, c'est publié aux Arènes et je conseille à tous les parents de motiver leurs enfants, leurs petits-enfants, parce que c'est souvent le mode d'emploi qui manque à la jeunesse. Merci.